Bonsoir à tous, il est 19h, voici les titres de votre journal. Le président de la République a reçu aujourd'hui à l'aéroport international Yoweri Boumedienne le président ougandais Yoweri Museveni dans le cadre d'une visite d'État qui durera jusqu'à mardi à l'invitation du président de la République. Le président de la République a adressé hier un message de félicitations au président de la République populaire de Chine, Xi Jinping, à l'occasion de sa réélection à la tête de son pays. Au nom du président de la République, le général d'armée Saïd Chingriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a présidé l'installation officielle du directeur central de la sécurité de l'armée par intérim. Dans le grand format de ce week-end, Raouf Hamouche nous explique comment protéger nos yeux des effets de la lumière bleue. Nous écouterons les conseils d'un ophtalmologue, les réactions des citoyens et nous verrons le travail des opticiens. Enfin, préparez vos skis. Walid Yousfi vous emmène participer au championnat de l'Open d'Alger de ski et de snowboard à Tikijda. De belles images à découvrir à la fin de ce journal. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Tout d'abord, le président de la République a reçu aujourd'hui à l'aéroport d'Alger, Yoweri Boumedienne, le président ougandais Yoweri Museveni, dans le cadre d'une visite d'État qui durera jusqu'à mardi à l'invitation du président de la République. Après avoir écouté les hymnes nationaux des deux pays, les deux présidents ont passé en revue les détachements des différentes forces de l'armée nationale populaire qui leur ont rendu les honneurs au moment où des coups de canon retentissaient en l'honneur de l'invité de l'Algérie. L'hôte de l'Algérie a salué les hauts responsables de l'État
Bateau rapidement. Le président de la République a salué à son tour les membres de la délégation ougandaise. Et au salon d'honneur de l'aéroport international Houari Boumedienne, les deux présidents ont salué les membres du corps diplomatique africain accrédité en Algérie. Le président de la République s'est entretenu avec le président de la République de l'Ouganda. L'entretien s'est déroulé au salon d'honneur présidentiel de l'aéroport international Houari Boumedienne, en présence de hauts responsables des deux pays. Le président de la République a adressé hier un message de félicitations au président de la République populaire de Chine, Xi Jinping, à l'occasion de sa réélection à la tête de son pays par l'Assemblée nationale populaire chinoise. Il lui a adressé au nom du peuple algérien et du gouvernement algérien ainsi qu'en son nom personnel ses chaleureuses félicitations et pour ses nobles missions et au peuple chinois a mis davantage de progrès, de prospérité dans ce message. Le président de la République a salué la profondeur des relations historiques d'amitié, de solidarité et de coopération unissant l'Algérie à la Chine, ce qui encourage à poursuivre le travail de concert pour consolider le partenariat stratégique global et le porter à des niveaux supérieurs qui puissent refléter les aspirations des deux peuples amis et de concrétiser leurs intérêts communs. Dans l'actualité de ce samedi, le général d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a présidé aujourd'hui au nom du président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, l'installation officielle du colonel Mahrez Jeribi dans ses fonctions de directeur central de la sécurité de l'armée par intérim. Je vous propose d'écouter cette déclaration. Au nom de Monsieur le Président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, et conformément au décret présidentiel du 2 mars 2023, j'installe officiellement le colonel Mahrez Jeribi dans les fonctions de directeur central de la sécurité de l'armée par intérim, en succession au général Abdelaziz Nouiwat Chouitar.
À ce titre, je vous ordonne de travailler sous son autorité et d'exécuter ses ordres et instructions dans l'intérêt du service, conformément aux règlements militaires et aux lois de la République en vigueur, par fidélité au sacrifice de nos vaillants chouhada et aux valeurs éternelles de notre glorieuse révolution. ثورتنا المجيدة. A donné au cadre de cette direction un ensemble d'instructions et d'orientations mettant l'accent sur la nécessité de fournir davantage d'efforts, dévoués au service de la patrie et faire preuve d'engagement immuable dans l'accomplissement des missions assignées. Le général d'armée a supervisé par la suite la cérémonie de signature et d'approbation du procès verbal de passation de consignes. Nous revenons dans ce journal sur l'édito de la revue El Jeish, un édito qui rappelle les fondements de l'État, la cohésion de notre tissu social, met en valeur le processus de développement national et met en garde contre toute atteinte à la sécurité nationale. Les détails avec Amessiri. À pas sûr vers l'avenir. C'est ainsi que la revue El Jeish a titré son dernier édito. Pour la revue El Jeish, notre avenir ne peut être tracé sans suivre la voie de nos valeureux chouhada qui se sont sacrifiés pour que vive l'Algérie. Aujourd'hui, l'Algérie a choisi cette même voie à travers un nouveau processus qui constitue un véritable début de l'édification d'une Algérie nouvelle, consciente des défis auxquels elle est confrontée. Selon la revue El Jeish, notre pays s'attelle à consolider et à renforcer son front interne. Au regard de la conscience du peuple, de la nécessité de participer efficacement à la bataille décisive du développement du pays. Dans son édito, la revue rappelle les efforts mobilisés par l'Algérie pour traduire sa stratégie sur le terrain, enregistrant ainsi, au bout de 3 années, des avancées considérables pour tracer sa voie à pas sûr et ferme, en vue de concrétiser ce projet national de manière progressive en tenant compte des priorités. Il a aussi été question de rappeler la volonté affichée par les hautes autorités du pays ainsi que tout le peuple algérien pour surmonter toutes les difficultés et contraintes auxquelles fait face notre pays. Il revient seulement à notre peuple d'être pleinement convaincu que l'Algérie de 2023 dispose d'assez d'énergie, de capacités et de moyens qui la qualifient à devenir un pays en forte ascension, non seulement dans un environnement géographique, mais également au niveau international, souligne la revue El Jeish, qui rappelle encore une fois les efforts sans cesse fournis par l'Algérie sur la scène internationale, afin d'instaurer un ordre mondial plus juste qui permettrait à l'Afrique de faire entendre sa voix unifiée. L'Algérie continue de déployer sa diplomatie active, particulièrement au plan régional, en gage de contribution à la résolution des problèmes auxquels sont confrontés certains pays voisins, à l'exemple de la Libye et du Mali. Une combinaison d'efforts et d'actions sur les plans régional et international qui permettrait certainement à notre pays d'avancer vers un avenir meilleur. La publication revient sur l'attachement du peuple et de l'État à préserver la souveraineté du pays. Comme l'a d'ailleurs expliqué le président de la République, notre pays, avec le soutien de notre armée nationale populaire, poursuivra son chemin avec une volonté inébranlable afin que l'Algérie occupe la place qu'elle mérite sur les plans régional et international. La revue El Jeish rappelle également les efforts du haut commandement de l'armée nationale populaire pour rehausser sa disponibilité opérationnelle et œuvrer à permettre à la femme de jouer un rôle axial dans le processus de modernisation et de développement des capacités de nos forces armées, en l'intégrant notamment dans le corps de bataille. Le général d'armée Saïd Chingriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, l'a d'ailleurs souligné. La femme est devenue un acteur clé du métier des armes dans de nombreuses disciplines, qui étaient jusqu'à récemment l'apanage exclusif des hommes, dira le général d'armée.
Dans le grand format de ce week-end, on s'intéresse de près à la santé de vos yeux. Comment les protéger contre l'exposition permanente de la lumière bleue, une lumière responsable du vieillissement de notre rétine. L'Organisation mondiale de la santé alerte. Les ophtalmologues rappellent l'importance de faire des visites régulièrement et les opticiens appellent à se doter de verres, de filtres anti-lumière bleue. Nos adolescents seraient les plus exposés. C'est un grand format signé à la Ophtalmouche. Nous y sommes exposés à travers les écrans de nos téléviseurs, de nos smartphones et de nos ordinateurs. La lumière bleue serait extrêmement nocive pour nos yeux, elle userait plus rapidement l'œil. Un phénomène qui touche de plus en plus de jeunes. Pour y voir clair, nous nous sommes rendus dans cette clinique spécialisée où nous avons rencontré 2 jeunes patientes qui souffrent des effets de la lumière bleue. J'utilise beaucoup le téléphone, surtout la nuit. Et ça a affecté mes yeux. Tu restes sur ton téléphone combien de temps à peu près? Beaucoup. Des fois, je fais des nuits blanches à cause de mon téléphone. J'ai dit monsieur Msaïdi parce que j'ai remarqué que l'école, je ne pouvais pas voir في السبورة وعيني يدمعوا بزاف. Malheureusement, oui. Donc on passe beaucoup de temps sur nos téléphones, donc voilà, sur les réseaux sociaux et tout. Donc ça nous distrait, c'est vrai, mais on n'y peut rien faire. Voilà, Est-ce que vous savez que c'est très dangereux pour l'œil? Oui. Je connais les dangers de l'exposition à la lumière bleue. Pour le docteur Messadi, le risque de la lumière bleue peut avoir des conséquences néfastes sur la rétine. Le fait d'être concentré pendant des heures durant, et on voit que ces jeunes gens sont concentrés pendant 2-3 heures devant leur smartphone, ça entraîne, ou plutôt ça n'entraîne pas, une inhibition d'un élément fondamental qui est le clignement. Quand on est concentré, on oublie de cligner. Et que se passe-t-il? Il se passe que le film de larmes qu'il y a en surface de l'œil et qui protège l'œil des poussières, de la pollution, de l'infection, des microbes, il s'évapore. Il y a une hyper-évaporation des larmes et nous assistons à ce qu'on appelle une sécheresse oculaire avec des symptômes tels que des picotements, des brûlures, des rougeurs, des sensations de grains de sable, des sensations de lourdeur oculaire. Tout cela est englobé dans ce qu'on appelle un syndrome sec par hyper-évaporation. Un impact néfaste sur l'œil, mais pas que. Il y a également les effets néfastes par rapport aux attitudes vicieuses des jeunes gens qui se retrouvent avec des scolioses, un effet de sédentarité qui peut conduire à du diabète. Et ça, c'est par rapport à l'effet général. Aujourd'hui, les écrans rythment notre quotidien. Le port de lunettes équipées de filtres bleus devient presque une obligation. Et justement, après prescription de l'ophtalmologiste, le rendez-vous est pris chez l'opticien. Nous avons ici devant nous 2 verres de vue. Il y en a un qui est standard, c'est-à-dire qui ne contient pas de protection. Et l'autre verre, c'est celui-là, il contient la protection contre les UV. Comme vous pouvez le constater, nous avons un testeur pour expliquer aux patients qui viennent nous voir et nous demander conseil. Voilà, par exemple, un verre standard, la lumière bleue, elle passe. Comme vous pouvez le constater, elle passe. Vous voyez là sur ma chemise? Et là, c'est un verre qui bloque les UV. Voilà, vous allez voir. Voilà. Donc voilà, il est pratiquement rejeté vers l'extérieur. Pour les praticiens à l'instar de Hamrouni, une réglementation régissant la fabrication ou l'importation des verres comme le Blue Block doit être impérativement mise en place pour lutter efficacement contre ce danger sanitaire. Il faudrait revoir un petit peu toute l'organisation de l'importance. C'est toute une chaîne de travail normalement. Nous devons avoir en Algérie un laboratoire qui avant que l'importation ne se fasse, ce laboratoire donnera sa décision
avec les experts qui constituent cette société pour dire si c'est de bons produits ou de mauvais produits. Nos yeux font face au quotidien à des doses importantes de lumière bleue, si importantes qu'elles présentent des risques physiologiques et somatiques. Les dernières études faites par l'Organisation mondiale de la santé prédisent qu'à l'horizon 2050, 50% de la population risque de souffrir de myopie. Voilà pour ce grand format. La Fédération nationale de l'hôtellerie et du tourisme a organisé aujourd'hui à l'École supérieure d'hôtellerie et de restauration à Ain Benyen une journée d'études sur les mécanismes de financement des projets hôteliers et touristiques. Une journée axée essentiellement sur la mise en œuvre d'un nouveau système de financement des projets hôteliers et touristiques. Il a été question de proposer des solutions opérationnelles aux préoccupations des opérateurs de l'hôtellerie et du tourisme qui concernent le financement de leurs projets ainsi que le déblocage du financement des projets hôteliers et touristiques en cours de réalisation. Et on vous parle dans ce journal d'un produit très apprécié par les touristes. Les dattes, celles de Biskra, sont très appréciées pour leur bonne qualité. L'usine que nous allons découvrir dans un instant emballe des quantités pour le marché local et pour l'exportation, sans oublier les produits dérivés des dattes. Les détails avec Malim Damis. L'exportation de dattes se fait tout au long de l'année et pas seulement durant la saison de la récolte. Cette unité de production, située au niveau de la commune de Chetma à Biskra, valorise le surplus de dattes dans le but de présenter un produit de qualité aux consommateurs. Notre usine est spécialisée dans l'emballage et la transformation de dattes. La qualité de nos dattes est supérieure, ce qui nous permet de l'exporter à un prix plus élevé. La wilaya de Biskra compte 12 entreprises homologuées. Les dattes sèches passent par plusieurs étapes. Elles sont triées, lavées et conservées pendant 3 jours dans des chambres spéciales pour leur apporter une belle couleur et une texture moelleuse. Les dattes sont conditionnées dans des boîtes de 250 grammes à 5 kg. Et nous avons également des dattes dénoyautées que nous emballons dans des boîtes de 10 kg. Cette usine réserve 1000 tonnes de sa production à l'exportation, notamment vers l'Europe, et compte 150 employés qui travaillent à plein temps. Notre unité de production dispose d'un certificat international appelé FSSC 22000, délivré par le bureau Veritas, implanté en Allemagne. Cela nous permet d'exporter nos produits vers le marché européen, à l'exemple de la France, l'Allemagne, l'Italie, la Hollande et même les USA. La transformation des dattes, une filière à part entière de l'industrie agroalimentaire qui offre près de 30 produits dérivés, à l'exemple de la confiture de dattes, le sirop de dattes, le chocolat et les biscuits aux dattes. Autre région, autre spécialité, à Tizi Ouzou, plus précisément à Tazmelt. On vous invite à découvrir un projet d'investissement dans la transformation laitière. C'est l'occasion pour cet investisseur, comme plusieurs autres producteurs de la région, d'exposer leurs produits, leurs fromages, à l'occasion du Festival international du fromage de Tizi Ouzou. Reportage de Lakhdar Kawan, commentaire signé Majid Jahmoud. Bassin laitier de premier ordre, Tizi Ouzou est aujourd'hui leader incontestable dans la production des fromages. Houssine Talbi, natif du village de Tazmelt, a pu réaliser son rêve en concrétisant son projet d'investissement dédié à la production et la transformation du lait cru. Notre village est réputé pour la disponibilité du lait. Dans notre atelier, nous fabriquons du camembert à base de lait de vache à 100%. Nous sommes très contents que ce festival ait lieu. C'est une occasion pour faire connaître nos produits. Notre but est de satisfaire nos clients en leur offrant un produit de qualité. Nous espérons exporter à l'avenir et honorer ainsi notre pays. Plusieurs exposants ont pris part au Festival international du fromage de Tizi Ouzou, une occasion de mettre en avant la qualité des fromages très compétitifs et promouvoir le produit local. Ces investisseurs ont bénéficié d'un accompagnement à travers des mécanismes leur ouvrant de nouveaux horizons. Nous avons exposé nos fromages fabriqués à Yakouren. Ils ont beaucoup plu aux visiteurs et cela nous a fait énormément plaisir. Nous avons également échangé les idées avec les producteurs de fromage que nous avons rencontrés.
Ces jeunes-là excellent vraiment dans la production de fromage. Le goût est exceptionnel. Leurs produits peuvent concurrencer les fromages importés. La formation d'une main-d'œuvre qualifiée est très importante pour assurer une production de qualité. C'est un pas en avant. Nous nous améliorons petit à petit. À travers ce festival, nous avons lancé un appel aux jeunes pour investir dans le domaine des fromages car les potentialités de la wilaya de Tizi Ouzou ne sont plus à démontrer. Elle est classée parmi les premières dans la production de lait. Ceci est le fruit des financements octroyés par la Badr, que ce soit à travers les microcrédits ou bien la NAD, ou par le biais du crédit et Tahaddi, la convention entre la Badr et le ministère de l'Agriculture et du Développement rural. Le développement de la filière lait, une nécessité pour couvrir les besoins du marché local en produits de qualité et en quantité suffisante. Et dans l'actualité internationale, le Parlement catalan a adopté une résolution appelant le gouvernement espagnol à assumer ses responsabilités historiques vis-à-vis du peuple sahraoui. Cette résolution a été adoptée par tous les partis politiques qui composent le Parlement catalan. Le texte met en avant la position de l'instance législative catalane en faveur d'une résolution équitable et durable pour la cause sahraoui. Toujours à l'international, on s'intéresse ce soir à ce rapprochement irano-saoudien, rapprochement rendu possible grâce à une médiation chinoise, et ce après plusieurs années de rupture. L'Empire du Milieu, plus que jamais concurrent de l'oncle Sam et qui souhaite jouer un rôle de plus en plus important dans le Moyen-Orient. Les détails avec Amel Bouarba. Contre toute attente, les deux poids lourds du Moyen-Orient, l'Arabie saoudite et l'Iran, ont décidé de mettre fin à un conflit qui les opposait depuis 7 ans. Un climat de guerre froide qui a eu des répercussions sur toute la région. En annonçant la reprise de leurs relations diplomatiques rompues depuis 2016 et la réouverture prochaine de leurs ambassades, Riyad et Téhéran lancent un signal fort, amorçant un tournant géopolitique majeur. Si cet accord historique est une bonne nouvelle pour le Moyen-Orient, puisque les tensions entre Saoudiens et Iraniens ont été un moteur d'instabilité, il s'agit d'une victoire pour l'Iran et d'un échec cinglant de la politique de l'entité sioniste qui a de tout temps œuvré pour maintenir l'instabilité dans la région. Cela renforce aussi le positionnement de la Chine en tant que superpuissance et adversaire stratégique des États-Unis, puisque cet accord a été conclu sous son égide. En effet, à la surprise générale, l'Empire du Milieu marque une ascension en tant qu'acteur stratégique dans la région sur fond de désengagement américain. Outre la réouverture des ambassades et des représentations diplomatiques dans un délai maximum de 2 mois, cet accord prévoit aussi la relance des accords de sécurité et de coopération économique entre les deux pays. Riyad et Téhéran se sont engagés à ne pas interférer dans leurs affaires internes. La décision du Royaume de renouer avec l'Iran pourrait aussi être placée dans le contexte plus large de la politique saoudienne d'apaisement adoptée avec le Qatar et la Turquie. Cet accord intervient dans un contexte régional et international particulier et permet de redessiner la carte géopolitique du Proche-Orient et de freiner les visées expansionnistes de l'entité sioniste et de ses alliés. On ouvre maintenant une page sportive et avant de s'intéresser au ski, on vous parle de ce forum des athlètes africains qui s'est tenu aujourd'hui à Alger, qui se tient aujourd'hui et demain, organisé en collaboration avec le Comité international olympique. Ce forum est l'occasion pour les représentants d'athlètes des 54 comités nationaux olympiques d'Afrique de débattre des grandes questions qui concernent les athlètes du continent et d'élire à cette occasion le représentant dans la commission des athlètes de la CNOA. Allons à Tigijda maintenant découvrir ces belles images de ski à l'occasion du championnat de Wilaya et l'Open d'Alger de ski de snowboard organisé par la Ligue de ski et des sports de montagne d'Alger en collaboration avec le club Montrian. Ce championnat a regroupé une 50aine de participants dans plusieurs clubs de ski. Reportage signé Walid Ousfi. Zakaria est en train de préparer son matériel. Il s'apprête à participer au championnat de ski alpin et de snowboard organisé sur les hauteurs de Tigijda, un événement qui n'aurait manqué pour rien au monde.
Tout à l'heure, j'étais en train de préparer mes chaussures de ski. J'étais en train de vérifier si elles sont à la bonne taille pour pouvoir bien les installer dans mes skis et pouvoir bien gérer ma course dans la descente. Le terrain, je le connais assez bien, donc je pense que j'ai un petit avantage du terrain. Comme Zakaria, ils sont une cinquantaine de passionnés de sport de montagne à s'être inscrits à ce championnat. Un slalom géant où chaque participant doit courir entre une série de perches, ou ce que l'on appelle dans le jargon des portes, en un temps record. Je leur dis d'abord bravo, parce que vous étiez avec nous et vous avez vu les conditions dans lesquelles on a organisé ce championnat. Donc prendre un skieur athlète qui se lève à 6h30 du matin pour prendre ses skis et monter 3 km à pied, pour descendre dans ces conditions, déjà, moi je trouve que c'est un parcours de combattant. Donc après, il y a un bon niveau. Tous les techniciens disent à l'unanimité, disent la même chose. Donc c'est surtout de la promotion et pour développer, dans le but de développer la discipline Hadia. Une discipline peu pratiquée en Algérie, mais qui a quand même ses adeptes. Malgré la difficulté du circuit, les athlètes ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour finir les 2 manches et aller au bout de ce championnat. Il était un peu difficile, les virages étaient un peu durs, mais ça va, on a réussi quand même. C'était super intéressant de voir les gens faire du ski en Algérie. Ça m'a vraiment beaucoup plu. Non, pour moi, c'était pas trop difficile parce que j'ai beaucoup d'expérience. Ça fait 25 ans que je fais du snowboard. Oui, c'est extrêmement difficile, surtout la montée de la montagne. C'est extrêmement difficile avec les skis et c'est un grand poids sur les épaules. Déjà vice-champion d'Algérie de ski alpin en 2022, le jeune Zakaria a réussi à décrocher une place sur le podium. Classé 3e de ce championnat, il vise la première place lors du prochain tournoi de ski organisé par la Ligue. De belles images. Et comme nous vivons dans un pays continent, nous pouvons passer du ski au Tour d'Algérie. De cyclisme, c'était la 5e étape aujourd'hui. Les cyclistes ont parcouru près de 150 km de Batna à Sétif. Ils ont pu apprécier les beaux paysages des Aurès et des hauts plateaux. Les détails avec Sid Ahmed Bouraïb. 84 coureurs étaient au départ de cette 5e étape à partir de l'ancienne route de Biskra, dans le downtown de Batna, vers la capitale des hauts plateaux Sétif, sur une distance de près de 144 km. Une étape qui ne présentait pas trop de possibilités pour les sprinteurs et a donné lieu beaucoup plus de travail et d'endurance pour les coureurs. Cette étape du Tour d'Algérie a été une passionnante course-poursuite propice aux baroudeurs qui ont eu la chance de se montrer après 4 étapes dédiées aux sprinteurs. Une fois arrivé à Hammam Soukhna, le peloton de tête composé de 14 coureurs prend les devants et creuse l'écart sur ses poursuivants immédiats jusqu'à 7 minutes. À 10 km de l'arrivée, le néerlandais Schourman chute mais se ressaisit et s'accroche jusqu'au sprint final, durant lequel le public a eu droit à une rude concurrence entre l'Algérien Cheblaoui et Schourman, qui s'est adjugé la première place en 3h46 et 33 secondes. Au terme de cette étape, le Français Paul Hannequin s'empare du maillot jaune et du maillot blanc, alors que Hamza Yassine et l'Érythréen Daoud conservent respectivement leur maillot vert et à pois. Je remercie les Batnéens et les Sétifiens pour leurs encouragements. Je remercie aussi toute mon équipe. Malheureusement, j'ai perdu la première place au sprint final. J'espère prendre ma revanche. Ça a été une étape assez usante. On a eu un vent assez défavorable. Ça a été beaucoup bataillé pour prendre l'échappée. Donc je suis content d'avoir réussi à la prendre, d'avoir réussi à tenir et je suis content d'avoir le maillot jaune. La 6e étape se déroulera entre Sétif et la ville du Vieux-Rocher, Constantine. Et ainsi va l'actualité, c'est la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé, vous remercie de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité, belle soirée.